Décès ce mercredi du président zambien à Londres où il suivait des soins. La confirmation de l'information est attendue des autorités zambiennes. Mouvement de désobéissance civile hier à Ouagadougou au Burkina. L'objectif est de dénoncer la révision constitutionnelle. Cacophonie dans le rang des membres de l'organe en charge de la liste électorale informatisée au Bénin. Le gouvernement décline sa responsabilité. Véritable ping-pong. Ravi de vous retrouver dans cette édition sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président zambien Michael Sata est décédé à Londres où il était soigné. Information rapportée par des médias locaux ce mercredi. Les autorités dans la capitale zambienne, Lusaka, n'ont pas confirmé dans l'immédiat. Plusieurs sources au sein de la délégation du président Sata ont confirmé sa mort, affirme le journal indépendant Zambia Report, tandis que le site internet Zambian Watchdog dit avoir une confirmation à 100%. Des informations circulaient depuis longtemps selon lesquelles le président zambien était gravement malade. Il n'avait pas été vu en public depuis son retour de l'Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier où il n'a pas pu prononcer le discours qu'il avait programmé. Il s'était rendu à Londres il y a de cela une semaine pour y suivre un traitement. Michael Sata était âgé de 77 ans. Sommes-nous dans une impasse électorale au Bénin? Tout porte en tout cas à le croire. Pendant que le gouvernement cherche à décliner toute responsabilité dans le retard constaté dans l'organisation des élections municipales dans le pays, nous sommes au Bénin, et que l'opposition et la société civile projettent des manifestations à Cotonou au sujet de ces mêmes élections pour ce mercredi 29 octobre. C'est la cacophonie totale dans le rang des députés membres de l'organe chargé de la conception de la liste électorale informatisée. À la suite du président du dit organe qui était face à la presse lundi, le président Epiphane Kenom, un autre membre de cet organe, est monté au créneau ce mardi donc pour dénoncer ce qu'il qualifie de navigation à vue au sein du COS Lépi. Voici un extrait de sa déclaration. Les gens aiment boire le sang des pauvres, manger l'argent des contribuables. C'est ça, s'engrossir avec. Qu'est-ce qui fait la polémique aujourd'hui? Deux choses. Il faut que vous sachiez quelle est la mission confiée au COS Lépi qui est là actuellement. Et la deuxième chose, c'est le budget. Voilà les deux choses qui font polémique, qui entretiennent la polémique. Le premier, la limite, n'est-ce pas, de l'action du COS Lépi. Il faut que le COS Lépi puisse permettre de faire sortir une liste électorale permanente informatisée, optimisée, pour permettre aux citoyens qui étaient largués très loin de leur résidence de se retrouver dans le box territorial et jouir de leur droit d'être candidat, d'être éligible. C'est ça. Que vont chercher les gens à dire qu'ils veulent aller prendre, n'est-ce pas, les données des Béninois de l'extérieur? Que veulent les gens en disant qu'ils sont en train de mettre en place la sécurisation, n'est-ce pas, de la liste? Il faut acheter VSAT, il faut acheter ceci, etc. On a mis tout le COS Lépi dans un drap qui est devenu trop large comme la mer et tu ne sais même pas à quel bout tu te trouves. C'était à l'instant le son de cloche du député Epiphane Kenom. Joint au téléphone, le président du COS Lépi, l'organe en charge de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée au Bénin, a balayé d'un revers de main les accusations portées contre sa gestion. Pour lui, son collègue Epiphane Kenom est instrumentalisé. Nous vous proposons à présent de suivre sur des propos recueillis par Joël Yetonji. Si c'est Kenom, ça ne me surprend pas de cet homme-là. Et il avait averti. Mais si vous avez suivi sa conférence, il est nostalgique des temps à jamais révolu.
Et demandez-lui, quand il était président de la CPS, combien de gardes corps il a. Chacun se souvient. Combien de sirènes l'accompagnaient quand il se déplaçait. Et ensuite, demandez-lui, depuis qu'on a installé le poste Lépi, qu'est-ce qu'il a eu à faire de concret, de pratique. C'est la seule question à poser. Depuis qu'on a installé, est-ce qu'il n'a jamais manqué ses indemnités et de dire, à telle occasion, j'ai eu à faire telle chose de concret. Il n'a jamais rien fait. Il est le superviseur de Zou Colline. Demandez-lui combien de fois il a dormi à Abomey, Boyko ou Dassa, ou quelque part là. Combien de fois il a dormi? On a fait une opération qui a duré 30 jours. Il a passé en tout et pour tout une seule nuit là-bas. C'est un type qui a un besoin, un appel financier fort. Dès qu'il entend quelque part des billets de banque frémir, lui-même il frémit au même rythme et à la même cadence. Donc je suis sûr qu'il a été payé pour faire et dire ce qu'il a dit là hier. Actuellement, c'est la pratique dans le pays, c'est la pratique de la gestion politique, l'instrumentalisation de tout le monde. Mais moi, ça ne peut pas me faire dévier de mon chemin. Vous voyez? Et que l'homme vient toujours se faire surprendre par les résultats là-bas. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Demandez-lui à quelle étape on est, il ne sait pas. Des nouvelles du Burkina Faso à présent. Le mouvement de désobéissance civile annoncé pour mardi dernier par l'opposition au Burkina Faso s'est effectivement tenu à Ouagadougou. La manifestation visant à dénoncer une prochaine révision constitutionnelle qui permettrait le maintien au pouvoir du président Blaise Compaoré a été émaillée d'échauffourées. Les principales artères de Ouagadougou bien noires de monde. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers, les manifestants à prendre d'assaut les rues. Et ce, en réponse à l'appel de l'opposition à manifester contre ce qu'elle appelle un coup d'État constitutionnel à venir du président Blaise Compaoré. Ce rassemblement et cette marche sont le dernier avertissement que nous lançons à Blaise Compaoré. Il n'y en aura pas d'autre. C'est le dernier avertissement que nous lui lançons. Pour qu'il prenne aujourd'hui même la décision de retirer purement et simplement son projet de loi. Un ultimatum à l'endroit du chef de l'État. Ultimatum que le leader charismatique de l'opposition invite à prendre très au sérieux. Notre lutte est rentrée dans sa phase finale. Maintenant là, ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. Dans le camp d'en face, certains préparent déjà la guerre. L'opposition est pour la paix dans notre pays. Les manifestations pacifiques au départ ont au fait de tourner ça et là en des échauffourées. Des forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes sur des protestataires qui ont riposté par des jets de pierre. S'en est suivi dans la foulée des interpellations. Les manifestants se sont dispersés en jurant revenir à la charge pour barrer la route à ceux qu'ils qualifient de braqueurs de la Constitution. Ils comptent prendre d'assaut l'Assemblée nationale jeudi prochain, jour du vote, par les députés du projet de loi querellé. Cette grande mobilisation dans la capitale burkinabé, quelle orientation l'opposition compte-t-elle donner à la suite de ce mouvement quand on sait que le 30 octobre prochain, l'Assemblée nationale du pays va plancher sur cette proposition de loi portant référendum ou révision constitutionnelle directe? La réponse ici avec notre correspondant Marmadi Ouena de Ouagadougou. Pour le chef de file de l'opposition, ce mardi 28 octobre, c'est le premier acte de la désobéissance civile parce que pour l'opposition politique burkinabé, c'est un coup d'État constitutionnel que la majorité est en train d'accepter. Donc, au-delà de la marche d'aujourd'hui, l'opposition va se retrouver encore le 30 octobre pour mettre la pression sur les députés. Mais justement, parlant de ce 30 octobre, dites-nous, qu'est-ce qui se passera réellement ce 30 octobre à l'Assemblée nationale du Burkina Faso? Ok, ce 30 octobre, jour de tous les enjeux. Il y a que l'Assemblée nationale compte 127 députés et
la majorité réelle au pouvoir en a 81, le CDP à 70 et un autre groupe parlementaire qui fait partie de la majorité du groupe CFR en a 11, ça fait 81 députés. Maintenant, il y a l'ADR qui faisait partie de cette majorité, mais qui depuis les législatives passées était un peu dubitatif et ne participait pas. Mais aux dernières nouvelles, l'ADR a décidé de soutenir ce projet de loi. Donc ça fait, avec ces 10 députés, ça fait 99 députés pour la majorité, alors qu'on a besoin de 3 quarts de députés pour que le référendum, il n'y ait pas de référendum, mais que la modification passe par la voie parlementaire, parce qu'on a besoin de 96, alors que la majorité regroupe actuellement 99 députés. Donc vous nous confirmez qu'à l'heure actuelle, le président Blaise Compaoré a la majorité qu'il faut pour réviser la constitution du Burkina Faso? Oui, théoriquement, parce que pour que ce projet de loi soit adopté à l'ordre du jour du 15 octobre, il y a eu 98 députés qui ont voté pour, et parce que quand on dit 98, parce qu'il y a une personne qui est absente, un député qui est absent. Donc, théoriquement, le président Blaise Compaoré a la majorité. Maintenant, comme c'est un vote d'habilité, c'est vrai que ce sont les partis qui ont donné le consigne. L'opposition croit que peut-être il y aura 5 ou 6 personnes qui feront une défection pour que ça ne passe pas. En ce moment, le président Blaise Compaoré sera obligé d'appeler au référendum. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour que ce projet ne passe pas? À l'heure actuelle, c'est difficile parce que tellement il y a beaucoup de contradictions dans le milieu politique burkinabé et même l'opposition n'est pas sûre que ça va passer. Pour cela, elle a décidé de se mobiliser pour au moins mettre la pression sur les députés. Mamadi Ouena, je vous remercie. Merci bien. Cap sur les États-Unis à présent, la bataille biennale pour la dénomination du Congrès, la domination du Congrès s'annonce rude. Les 3 600 000 d'électeurs du Colorado auront une responsabilité cruciale, celle de réélire le sénateur démocrate sortant Mark Udall ou de sanctionner Barack Obama en le privant de sa majorité au Sénat. Tonnerre d'applaudissements à Denver pour l'entrée en scène d'Hillary Clinton. Malgré les apparences, ce n'est pour l'instant pas elle qui fait campagne dans le Colorado. À quelques jours des élections de mi-mandat, Hillary est venue apporter son soutien au sénateur démocrate Mark Udall, en difficulté face au républicain Cory Gardner. Michelle Obama jette elle aussi ses forces dans la bataille en l'absence de son mari, qui évite le terrain avec une cote de confiance au plus bas. Si vous voulez un sénateur qui partage vos valeurs et qui continuera à défendre vos familles jour après jour à Washington, vous devez faire tout votre possible pour réélire Mark Udall. Nous devons y arriver. L'enjeu est de taille pour les démocrates, car en cas de victoire, les républicains pourraient bien emporter la majorité au Sénat. Vous avez tous vu les sondages, n'est-ce pas? Ignorez-les. Le seul sondage qui compte, c'est le jour de l'élection. En misant sur les droits des femmes comme fer de lance de sa campagne, Mark Udall veut gonfler les votes des électrices et compenser la faible participation démocrate dans cet État ouest-américain. Cory Gardner, lui, a d'autres priorités. Le plus important dans tout ça, c'est le leadership. Il faut élire quelqu'un qui mettra toujours en avant le Colorado. Ce serait sympa qu'il y ait un peu plus de Colorado à Washington et un peu moins de Washington dans le Colorado, non? La course s'annonce serrée. Barack Obama doit déjà composer avec les républicains à la Chambre des représentants. Une défaite dans le Colorado mettrait le président américain encore plus en difficulté et pourrait faire basculer le Sénat à droite. Ainsi se termine cette édition. Merci pour votre attention et votre fidélité pour Sika. Au revoir.